Depuis plus de 60 ans, une épave repose au fond de l'eau au large des côtes d'Amérique du Sud. Fierté de la flotte nazie, ce sous-marin avait envoyé par le fond de nombreux bâtiments ennemis. C'était l'un des meilleurs sous-marins de la marine allemande. Équipé de 15 torpilles et d'un canon de pont, c'était une arme de guerre mortelle. Son commandant est admiré et respecté, même par les Alliés. Guggenberger était un meneur d'hommes remarquable. Il s'inscrivait dans la tradition des commandants de U-boat allemands. Mais la chance finit par tourner. À leur tour, les meutes de loups sont traquées sans relâche. Grenade sous-marine! Le U-513 a été coulé. Le U-995 est un des rares sous-marins qui restent de cette époque. Plus de 600 bâtiments du même type avaient été construits. Il est le seul qui n'ait pas été détruit. Capturé en 1945, il est désormais exposé près du mémorial naval dédié aux milliers d'Allemands morts en mer. C'est intéressant de voir comment la légende des loups gris allemands a perduré jusqu'à aujourd'hui. Les Américains et les Britanniques semblent plus fascinés par les exploits des sous-mariniers allemands que par ceux des leurs. Mais souvent, on est séduit par les perdants, les vaincus et les causes perdues. Marin et homme d'affaires brésilien, Wilfredo Schurman est lui aussi passionné par cette légende. Lorsqu'il entend parler de l'histoire d'un U-boat coulé au large des côtes de son pays natal, il décide de le retrouver. Disparu en 1943, le sous-marin en question était un loup solitaire, le U-513. On m'a dit, laisse tomber Wilfredo, tu n'y arriveras jamais. Abandonne, tu rêves. Mais j'ai dit, non, on le trouvera. Il remonte alors le temps jusqu'à cette période désespérée des premières années de la guerre, quand les meutes de loups dominaient les océans. Dans l'Atlantique, les sous-marins allemands déciment les convois ennemis. Le ravitaillement dont les Britanniques et leurs alliés dépendent finit au fond de l'eau. La marine marchande perd des milliers d'hommes. Au début de la guerre, les Allemands ont failli mettre la Grande-Bretagne à genoux avec leur U-boat. Même les bâtiments de guerre britanniques les plus puissants, au mouillage dans la base de Scapa Flow, ne sont pas à l'abri d'une attaque d'un loup gris. Un journaliste américain avait décrit Günther Prien comme un homme soigné et culotté. Il était aussi obstiné. En octobre 1939, il fait tirer 3 torpilles sur le cuirassé Royal Oak. Aucune ne touche sa cible. Prenant tous les risques, il lance une nouvelle attaque. La flotte britannique était le symbole de la puissance navale du pays. Et voilà que de jeunes représentants du Troisième Reich démontrent que le vieil empire n'est plus ce qu'il était. Le Royal Oak était un vieux bâtiment. Mais cela reste un exploit extraordinaire d'être parvenu à le couler dans l'enceinte d'une base qui abritait ce qui était encore la plus grande marine du monde. Das siegreiche U-Boot, das bei Scapa Flow die Royal Oak versenkte, kehrt in seinen Heimathafen zurück. Accueilli en héros, Günther Prien apparaît devant toutes les caméras allemandes. Wir haben uns durchgemogelt durch die Bewachung und waren plötzlich drin. Haben unsere Torpedos gelöst, im nächsten gekracht es und dann flog die Royal Oak in die Luft. Der Eindruck war unermesslich. La machine de propagande nazie s'emballe après l'exploit de Günther Prien. Il est reçu par Adolf Hitler, on lui remet la croix de chevalier de la Croix de Fer. C'est un héros du Troisième Reich. Hitler est ravi. La conquête de l'Europe et de l'Union soviétique sera beaucoup plus simple une fois la Grande-Bretagne hors course. En coupant ses lignes de ravitaillement, les U-boats pourraient la contraindre à capituler. Commandant de la flotte sous-marine, l'amiral Dönitz déclare alors que s'il disposait d'un nombre suffisant de U-boats, il pourrait couler 600 000 tonnes de cargaison par mois, ce qui éliminerait la Grande-Bretagne du conflit.
Au début de la guerre, la Kriegsmarine nazie ne dispose que d'une flotte de 57 sous-marins. Au fil des mois, plus de 1000 bâtiments sont lancés dans la bataille. Mais l'Allemagne a besoin d'hommes pour les équiper. Pour de nombreux jeunes gens, l'arme sous-marine était prestigieuse. C'était le fer de lance de la marine allemande quand le reste de la flotte restait souvent au port. Et puis, n'oublions pas que les jeunes hommes du monde entier se croient invincibles. Horst Bredow n'a que 17 ans quand il s'engage. Je voulais absolument être affecté dans une unité de sous-marins. Et je me suis porté volontaire dès mon incorporation. Mais pour être accepté, il fallait vraiment faire ses preuves. Les nouvelles recrues prêtent serment en répétant le mot d'ordre de Karl Dönitz, approchez, attaquez et coulez-les. C'était un corps d'élite auquel les marins voulaient appartenir. Cela montre combien la propagande fonctionnait. Elle avait créé un culte des as de l'arme sous-marine au point de susciter de véritables vocations, alors qu'en réalité, la carrière de sous-marinier était dangereuse, pénible et plutôt courte. Les marins, avides d'aventure, s'imaginent sillonnant les océans à bord de la nouvelle génération de U-boat à long rayon d'action. Comme le U-513. Le U-513 était une arme redoutable. Un navire du type 9. C'était des sous-marins à long rayon d'action conçus pour des patrouilles lointaines. On les appelait parfois les U-croiseurs. Ils avaient une autonomie de près de 25 000 km, contre moins de 16 000 pour les bâtiments standards de type C. Équipés de 15 torpilles et d'un canon de pont, c'était une arme de guerre mortelle. Le U-513 coule 4 navires ennemis en un mois avant de subir une succession de pannes. Le moral de l'équipage s'en ressent. C'est alors que son commandant est remplacé par un des officiers les plus dynamiques de la flotte. À 28 ans, c'est déjà une légende vivante. Friedrich Guggenberger est un personnage intéressant, souvent décrit comme un franc-tireur. L'amiral Dönitz lui faisait régulièrement des reproches sur sa longueur de cheveux, mais il avait d'excellents résultats. Il avait la réputation de commander son sous-marin de façon très combative. En cela, il s'inscrivait dans la tradition des commandants de U-boat allemands. Friedrich Guggenberger a déjà envoyé par le fond au moins une dizaine de bâtiments ennemis, dont un des fleurons de la marine de guerre britannique. Son moment de gloire est le torpillage du porte-avions britannique l'Ark Royal. Les Allemands l'avaient attaqué depuis le début de la guerre et avaient plusieurs fois prétendu l'avoir coulé. Mais c'est Guggenberger qui y est parvenu. C'est un nouveau coup dur pour la marine britannique. Ça a été un succès parce que ça a créé une lacune. À l'époque, on ne construisait pas des porte-avions en série. La perte de l'un d'eux était durement ressentie par l'ennemi. À son tour, Friedrich Guggenberger devient un héros de l'Allemagne nazie. Kapitänleutnant Guggenberger, der Kommandant eines der beiden erfolgreichen Unterseeboote. Le Führer en personne lui remet une des plus hautes décorations militaires, la croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne. En mai 1943, on lui confie un nouveau bâtiment et une nouvelle mission. Le sous-marin embarque des torpilles et des ravitaillements pour 16 semaines. Les hommes reçoivent un uniforme tropical, signe d'un départ pour une destination exotique. L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais en décembre 1941 a eu des répercussions mondiales. Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis 3 jours plus tard. Mais la puissance industrielle et militaire de ces derniers pourrait bien faire plier les meutes de loups. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, l'Atlantique Ouest devient aussi dangereuse que l'Est. La Navy et les gardes-côtes américains, ainsi que leurs alliés dont le Brésil, se liguent contre les sous-marins allemands. Les États-Unis sont capables de construire des navires marchands plus vite que les Allemands ne les coulent.
En plus des chars et des avions, un flot ininterrompu de Liberty Ships sort de leurs usines. La production de masse de navires marchands reposait sur la conception d'un modèle simple et standardisé, dont les éléments pouvaient être assemblés très rapidement. Ainsi, le tonnage perdu était remplacé facilement. Et de fait, la flotte marchande alliée s'est accrue. Pour un bateau coulé par les U-boats, 2 ou 3 autres prenaient sa place. Mais les loups gris continuent d'inspirer de la crainte, à juste titre. Les sous-marins allemands à long rayon d'action sillonnent toujours les océans. Le Laconia est un paquebot reconverti en croiseur marchand. En septembre 1942, il quitte le Cap en Afrique du Sud pour Liverpool. À son bord, des civils dont Joséphine Pratchett, 14 ans, et sa famille. À cette époque, la bataille de l'Atlantique était à son apogée. Les U-boats remportaient des succès énormes. Le Laconia était lent, ses cheminées crachaient sans arrêt une fumée noire. On était obligé de traverser l'Atlantique et c'était là qu'ils étaient tous. Malheureusement pour le Laconia, le U-156 croise près des côtes d'Afrique de l'Ouest. Le Laconia avait été reconverti en transporteur de troupes. Cela faisait de lui une cible logique. Pour le capitaine de corvette, Werner Hartenstein, c'est l'occasion rêvée d'envoyer par le fond un bâtiment allié de plus. Ça a été terrifiant. Le bateau s'est incliné. L'explosion a été assourdissante. Il y a eu comme un sentiment d'incrédulité générale. Un grand silence est tombé avant que la deuxième torpille ne nous touche. Parmi les nombreux survivants qui ont sauté à l'eau se trouvent des prisonniers de guerre italiens, les alliés de Werner Hartenstein. Quand il s'est rendu compte qu'il y avait des prisonniers italiens à bord, sa conscience a pris le pas sur les lois de la guerre. Malgré les risques, Werner Hartenstein donne l'ordre de faire surface et appelle d'autres sous-marins à la rescousse. On a aperçu le périscope et le sous-marin a fait surface. Le commandant est sorti sur le pont avec un mégaphone et nous a dit dans un anglais parfait « Je voudrais que les femmes et les enfants embarquent tous à bord de mon navire. » Vous imaginez l'ennemi qui vous dit ça? Il ne faut pas oublier qu'il avait entendu les prisonniers de guerre italiens, c'est-à-dire ses alliés. Se serait-il donné autant de mal pour sauver uniquement des survivants alliés? On n'en sait rien. Mais le fait est qu'il a essayé d'aider tous ceux qui étaient dans l'eau. En temps de guerre, dans de telles circonstances, on espère plutôt être sauvé par son propre camp, pas par le camp ennemi. Vous ne croyez pas? Pourtant, c'est ce qui s'est passé. On a été très bien traités, et je peux vous en parler. Certains sont embarqués à bord des sous-marins, d'autres sont remorqués dans des canots de sauvetage. Ça a été une des opérations de sauvetage les plus importantes de la guerre. Les canots étaient tirés par les sous-marins. Werner Hartenstein a tout fait pour sauver le plus de gens possible, au mépris de sa propre sécurité. Werner Hartenstein passe un appel radio non crypté en anglais, assurant à tous les navires qui l'aideront qu'ils ne les attaqueraient pas. Mais cet appel attire une attention fâcheuse. C'était un sous-marin ennemi. C'était l'occasion d'essayer de le couler. On tire d'abord, on discutera après. C'était la chance de couler un sous-marin ennemi en surface, à une époque où les U-boats représentaient la pire menace pour les Alliés. Le commandant nous a dit « C'est trop dangereux, je ne peux pas vous garder à bord. » Parmi les survivants, beaucoup seront sauvés par des navires français. Le sous-marin s'enfuit et reçoit un ordre comminatoire du quartier général allemand.
L'initiative de Werner Hartenstein a eu comme conséquence l'ordre donné par l'amiral Dönitz interdisant à tous les commandants de U-boat d'aider des survivants. De toute façon, la situation devenait très difficile pour les sous-marins allemands. Leurs commandants ne pouvaient plus se permettre de se montrer chevaleresques, quand bien même ils en auraient eu l'occasion. Comme le U-156, le U-513 est un sous-marin à long rayon d'action. Le 18 mai 1943, il quitte sa base française de Lorient. Son commandant, Friedrich Guggenberger, aurait pu choisir une affectation plus sûre et devenir instructeur. La marine allemande aurait aimé tirer parti des compétences d'un homme tel que lui. Elle avait de nombreuses raisons de vouloir l'utiliser comme instructeur. Mais les commandants de sous-marins sont des gens combatifs, c'est dans leur sang. C'est pour ça qu'il a demandé à être renvoyé en patrouille. Pour la plupart des membres de son équipage, c'est la 4e mission en mer. Mécanicien d'armes, Günther Blaise est encore un adolescent, mais il doit servir le Führer. J'avais 14 ans et mon mari 17 à l'époque. Notre amour d'enfant avait grandi, mais il a été enrôlé avant même d'avoir 18 ans. En effet, Günther est un mécanicien doué. La plupart des hommes qui embarquent sur un sous-marin ne reviennent jamais. Mais Margarete est confiante. À 13 ans déjà, c'était lui que je voulais. Et je l'ai eu. L'équipage ignore tout de sa destination. Pour des raisons de sécurité, on n'informait pas les hommes tant qu'ils n'avaient pas quitté le port. Il n'était pas question qu'un matelot embordé dans les bars de l'Orient aille raconter à tout le monde où il partait le lendemain. Walter Wittig était opérateur radio sur un navire jumeau de l'U-513. Bien sûr, on se posait des questions quand on partait en mission. Où est-ce qu'on va? Ceux qui prétendaient ne pas avoir peur mentaient. Une fois en mer, le commandant reçoit son ordre de mission. Le U-513 va accomplir un long voyage, bien loin de la sécurité relative de sa base sur les côtes françaises. Messieurs, nous allons au Brésil. Le sous-marin met le cap au sud de Rio de Janeiro, de l'autre côté de l'Atlantique. Les cargos chargés de matières premières destinées à l'effort de guerre allié sont une cible rêvée pour les U-boats. Le Brésil était le seul et unique fournisseur de caoutchouc qui restait aux Alliés depuis que les Japonais occupaient pratiquement tous les autres pays producteurs. L'Indonésie, la Malaisie, etc. Le caoutchouc brésilien était devenu une ressource vitale pour l'effort de guerre allié. Les Allemands le savaient, et malgré la distance, ils étaient en mesure d'envoyer là-bas leurs sous-marins à long rayon d'action. Pendant la traversée, le commandant fait en sorte que ses hommes soient parfaitement rodés afin qu'ils aient toutes les chances de rentrer à bon port. Il sait que son équipage n'est pas efficace à 100%. C'est pour cela qu'il lui impose des manœuvres pendant toute la traversée. Alarme! Fermez les écoutilles, immersion! Les sous-marins de type 9 étaient immenses et plongeaient lentement. Friedrich Guggenberger fait régner à bord une discipline de fer. Il est essentiel que chaque membre de l'équipage soit parfaitement entraîné pour garantir le bon fonctionnement du navire. Pour cela, il est nécessaire de pousser les hommes au maximum de leur capacité pour être sûr qu'ils soient performants à 100%. Messieurs, c'était un exercice.
45 secondes. C'est encore trop. L'équipage savait qu'il était commandé par un as. Même s'il râlait, il était certainement rassuré de savoir qu'il naviguait à bord d'un des meilleurs sous-marins de la marine allemande. Au départ, pourtant, c'était l'un des pires. Mais il avait fini par devenir un des navires les plus efficaces de la Kriegsmarine. En cas d'attaque réelle en surface, un sous-marin est une cible facile. Quand le commandant déclenche le signal d'alerte, ça veut dire immersion d'urgence. Personne ne sait si c'est un exercice ou pas. Il fallait 35 secondes à un sous-marin de type 9 pour plonger en urgence. Il était absolument essentiel de grappiller la moindre seconde sur ce temps. Messieurs, 35 secondes. C'est correct. Surface. Un sous-marin doit surveiller constamment l'horizon. Un panache de fumée peut indiquer une cible ou un attaquant qui se rapproche. Mais le voyage de l'U-513 se déroule sans anicroche. À l'intérieur, il règne une atmosphère étouffante et fétide. On disait souvent que les ingénieurs avaient conçu un navire fantastique, doté d'une technologie remarquable, et qu'au dernier moment, ils s'étaient rappelé qu'il y aurait aussi des hommes à l'intérieur. Quand l'horizon est dégagé et que la mer est calme, c'est l'occasion pour l'équipage de prendre l'air. Un répit bienvenu après des jours passés dans un environnement confiné. C'était un mélange de sueur, de vapeur de torpille et des vapeurs de chlore dégagées par les batteries, auxquelles s'ajoutaient les odeurs de cuisine. Le tout dans un seul espace. Au bout d'un moment, on ne le sent plus. On ne se rend pas compte des conditions de vie d'un équipage dans un sous-marin. En dehors des rendez-vous ponctuels avec les bâtiments ravitailleurs, dont des sous-marins modifiés surnommés les vaches à lait, l'équipage est coupé du monde. La vie des hommes dépend du bon état de leur navire et de ses machines, en particulier des batteries qu'il faut constamment remplir d'eau douce. À bord de l'U-513, le mécanicien en chef, Günther Seidel, économise farouchement les réserves. Un des grands problèmes qui s'est posé dès le début dans les sous-marins est leur capacité limitée en eau douce. Cela avait des répercussions sur la vie des sous-mariniers. On ne pouvait pas se laver comme dans un navire conventionnel. Aujourd'hui encore, il est essentiel de garder des réserves d'eau. Mais quand Günther Seidel interdit aux hommes de se faire du café, le commandant intervient. Guggenberger était un meneur d'hommes remarquable. Il savait parfaitement déchiffrer les fluctuations de l'humeur de son équipage. Lieutenant, vous m'avez demandé? Seidel, laissez les hommes boire leur café. Ne soyons pas pingres, d'accord? J'en veux pour preuve l'histoire de son mécanicien en chef qui avait interdit le café pour économiser l'eau. Ça se comprend puisque l'eau est une ressource vitale. Mais Guggenberger avait senti le mécontentement général. En disant « Non, les hommes auront leur café », il les avait mis de son côté. La camaraderie était quelque chose de très important à bord. Bien sûr, il y avait une distance entre les officiers et les matelots. Mais elle n'était pas aussi prononcée que sur un grand bâtiment ou à terre. C'était différent. On formait une communauté très unie. Pour ces hommes entassés dans une boîte en acier à des milliers de kilomètres de chez eux, le moindre anniversaire vient rompre la monotonie des journées interminables. Après 2 mois en mer, Fumée! À tribord! le 21 juin, les vigies repèrent une cible.
Fermez les écoutilles. C'est très difficile de couler un navire ennemi avec une torpille depuis un sous-marin. Tout est affaire de mathématiques. L'officier torpilleur doit d'abord étudier sa cible et estimer sa position au moment où la torpille la touchera. Nouveau cap, Il doit calculer sa vitesse et sa route, 185 degrés. puis la vitesse et la trajectoire de la torpille. S'il ne s'est pas trompé, les deux courbes coïncideront dans l'axe de visée. 300 mètres. Position 30. Vitesse 9 nœuds. Mais un sous-marin ne peut pas rester en surface et surveiller ce qui se passe avec le périscope. C'est beaucoup trop dangereux. Remplissage des tubes. Alors l'officier effectue ses calculs et fait tirer une torpille. Tube numéro 2. Feu. Une fois les anguilles parties, on est là, l'œil rivé sur le chronomètre, à attendre l'impact. Le chronomètre indique le temps de parcours de la torpille. 50 secondes plus tard, ou 2 minutes ou 4 minutes, on doit entendre le poum. Parfait, on l'a eu. Le cargo suédois Venezia est touché. Cette fois, l'équipage s'en tire, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand il réussissait à couler un navire, c'était une explosion de joie, bien sûr. C'était la guerre. Mais pour la plupart des équipages, la joie est de courte durée. Les bâtiments et avions alliés s'associent pour protéger les convois et détruire les sous-marins comme le U-513. En 1943, le dispositif de lutte contre les U-boats est au point. Certains navires voyagent en convoi, d'autres non. Mais les Américains ont mis en place un système de chasseurs-tueurs très efficace contre les sous-marins allemands. Comme Guggenberger va le constater au large des côtes brésiliennes, la situation est presque aussi critique que dans l'Atlantique. Même le mauvais temps n'est pas un atout, car les chasseurs-tueurs parviennent à repérer un U-boat dans une tempête. Le plus important est de plonger aussi profond que possible, le plus rapidement possible. En surface, un U-boat n'est qu'un petit navire à la coque très mince, lent et vulnérable. Pendant l'immersion, il est vital de rester silencieux. On est repéré. Immersion à 50 mètres. Un sonar actif envoie un ping, tandis qu'un sonar passif, c'est un opérateur avec un casque qui écoute et peut détecter le moindre bruit. Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas se déplacer. Il faut couper les moteurs. Il ne faut rien faire. Qu'entendez-vous? Un bruit d'hélice. C'est lui qui vous entendra si vous faites tomber un stylo par terre. Immédiatement, le bâtiment de guerre à l'affût saura qu'il y a un sous-marin. 60 degrés. Nouveau cap, 62 degrés. À ce moment-là, il pourra lancer le sonar actif. On apprend à prier. Il va essayer de repérer à quelle profondeur et à quelle distance vous êtes, et là, vous êtes mort. Grenade sous-marine! Chaque grenade est dangereuse. Mais le plus important, c'est qu'elle explose au-dessus du sous-marin. Surtout pas dessous. Si elle explose dessous, c'est terminé.
C'est indescriptible. Un jour, on a été pilonné de 8 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Il y avait 3 bâtiments qui se croisaient au-dessus de nous et qui se relayaient pour larguer leurs grenades. On a du mal à imaginer l'état de tension nerveuse dans lequel se trouvent des hommes traqués ainsi pendant des heures. Le réflexe psychologique est de se battre ou de fuir, mais dans un sous-marin, c'est impossible. Alors on attend et on serre les dents. En ce début juillet 1943, le U-513 échappe à l'ennemi. Dès qu'il repère une nouvelle cible, l'équipage tente de l'identifier grâce au registre d'immatriculation maritime. Dans les semaines qui suivent, le U-513 coule 5 bâtiments de gros tonnage, dont 2 Liberty Ships américains. Il envoie par le fond 5 navires au large des côtes du Brésil au cours de l'été 1943. Pourtant, les U-boats ne sont pas à la fête. L'arme sous-marine est en plein déclin. Cela en dit long sur les qualités de Friedrich Guggenberger, qui remporte de gros succès à une époque très difficile pour les commandants de sous-marins. Peut-être emporté par ses exploits, Friedrich Guggenberger commet une imprudence exceptionnelle de sa part. Envoyez ça à l'amiral. Le U-513 envoie un rapport au quartier général. Au début de la guerre, c'était une procédure normale. Mais après, on n'envoyait presque jamais de longs messages radio. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois, au large du Brésil. Un signal composé de 7 lettres. Mais même très bref, un message peut trahir la position du sous-marin. Il suffit que 2 récepteurs captent la même transmission radio. Ensuite, il n'y a plus qu'à effectuer un relèvement croisé pour déterminer la position exacte du sous-marin, puis à envoyer sur place des navires escortes et des chasseurs-tueurs afin de le couler. C'est un peu comme s'il avait dit « Je suis là, venez me tuer ». Capables de détecter n'importe quel U-boat en surface, les hydravions américains PBM Mariner constituent une menace mortelle. C'étaient de gros appareils lourdingues pourvus d'un armement très puissant. Ils pouvaient parcourir des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan avant de rentrer. Quand l'un d'eux croisait la route d'un sous-marin en surface, les chances étaient clairement du côté de l'avion. J'ai allumé le radar et je l'ai surveillé pendant un moment. Tout à coup, j'ai vu apparaître un spot très bizarre. Un point très net, très distinct. Au début, j'ai cru que c'était un bateau de pêche à cause de sa forme incurvée. Mais c'était tellement net qu'on ne voyait que ça. Ça ne pouvait pas être un bateau en bois. Un des hommes de l'équipage, le bombardier, a sorti les jumelles et dit « C'est un sous-marin ». Alors Roy est monté dans les nuages, de façon à ne pas se faire repérer. Guggenberger est pris au dépourvu par le marineur en patrouille. Il a plusieurs solutions, entre autres donner l'ordre de plonger le plus vite possible. Au poste de combat! Mais ça aurait quand même pris 35 secondes qui risquaient d'être très longues. En fait, il perd la bataille à l'instant où l'appareil le surprend. Ils se sont tous précipités au poste de combat. D'après un rapport, le canon de pont s'enraye. Mais de toute façon, le U-513 ne fait pas le poids face aux marineurs.
La plus grande crainte d'un commandant de sous-marin en 1943 est d'être surpris en surface par un avion, qui le détruira presque à tous les coups. Les sous-marins n'avaient aucune chance de s'en tirer face à un avion. Le Mariner largue ses grenades sous-marines autour du U-513. L'une d'elles explose juste sous la coque. Le coup est fatal. Sauvé par un de ses camarades, Günther Blyse est l'un des rares survivants. Son camarade a aperçu l'avion et lui a dit « remonte en vitesse ». Est-ce qu'il a eu un pressentiment? Sans cela, Günther serait mort. Presque tout l'équipage disparaît avec le U-513. « 60 ans plus tard, Wilfredo Schürmann entame sa quête du sous-marin perdu par une visite à l'un des membres de l'équipage du PBM Mariner qui l'avait coulé. Bien décidé à retrouver l'épave près des côtes brésiliennes, l'homme d'affaires est à la recherche du moindre indice. La silhouette des U-boats détruits sont dessinées sur le fuselage du Mariner. William Stotz a conservé les coordonnées approximatives du lieu où le U-513 a sombré. Je ne sais pas exactement. Vous pourriez essayer là. C'est la position notée par la Navy. On doit pouvoir la calculer à partir de notre trajet depuis la côte. Tout est là. Mais ces coordonnées ne sont pas du tout précises. Après le Texas, Wilfredo Schürmann se rend au port de Florianopolis, au sud de Rio de Janeiro. Des pêcheurs locaux lui fournissent de nouveaux indices, l'emplacement d'objets bizarres sur le fond qui déchirent leurs filets. Il fait froid, mais à l'intérieur, je bout d'excitation. Le bateau se dirige vers le lieu supposé de la rencontre fatale entre le sous-marin et l'hydravion, à une centaine de kilomètres du littoral. Il est équipé d'un sonar latéral. Tout le monde à bord espère que l'appareil permettra de localiser l'épave. Mais après 17 sorties en mer et des jours de recherche, le U-513 reste introuvable. Jusqu'à ce que le sonar détecte un signal étrange à 75 mètres de profondeur. L'équipe descend alors une caméra télécommandée qui transmettra des images de ce qui se cache dans l'obscurité. Près de 70 ans après avoir sombré, le loup gris est retrouvé. L'épave du U-513 a servi de tombeau à 46 marins. La coque déchiquetée par la grenade sous-marine témoigne de la violence de l'impact. Mais quelques-uns avaient réussi à quitter le sous-marin juste à temps. Après l'attaque, on a aperçu 5 ou 6 hommes dans l'eau. On a tourné au-dessus d'eux et largué 2 canots de sauvetage. Parmi les rescapés, le commandant Friedrich Guggenberger.
Guggenberger n'a pas coulé avec son sous-marin. L'idée que le commandant d'un navire doive sombrer avec son bâtiment est une légende stupide. Son devoir est de rentrer sain et sauf et de repartir au combat en mettant à profit tout ce qu'il a appris jusque-là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on constate que des deux côtés, la plupart des officiers font tout pour rester en vie et sauver leurs hommes. Ce jour-là, ils sont 7 à se hisser à bord des canots de sauvetage avant d'être récupérés par la Navy. C'était la procédure. Un navire de surface allait voir ce qui se passait et récupérer d'éventuels survivants. Après tout, le commandant d'un U-boat pouvait fournir des renseignements. Ce n'était pas uniquement pour des raisons humanitaires qu'on sauvait l'équipage. Bien que son navire repose désormais au fond de l'Atlantique Sud, Friedrich Guggenberger ne renonce pas à la lutte. C'était souvent compliqué de garder derrière des barreaux des officiers comme Guggenberger. De fait, ce dernier a participé à l'une des plus grandes évasions sur le sol américain. Guggenberger a parfaitement accompli son devoir. Alors qu'il était prisonnier sur le sol américain, il s'est évadé à 2 reprises. La première fois, il a tenté de passer au Mexique. Il avait peu de chances de réussir, même si le Mexique était neutre. Mais c'était une excellente occasion de pourrir la vie à ses geôliers. Son évasion les a obligés à déployer des troupes. Elle a effrayé la population civile et alimenté la propagande nazie. Guggenberger a tout fait pour rester dans la guerre. Le 23 décembre 1944, en compagnie de 24 autres prisonniers, il s'échappe par un tunnel. Aux États-Unis, quelqu'un qui parle anglais avec un fort accent étranger est aussi visible qu'une mouche dans un bol de lait, surtout dans un État comme l'Arizona. Les fugitifs sont repris quelques semaines plus tard. Pour ses camarades qui se battent toujours en mer, la situation n'est pas meilleure. Trois U-boats sur 4 ne reviendront jamais. Les rescapés du U-513 seront libérés en 1946. Günther Blaise épousera son amour de jeunesse Margaret, qui a accepté de nous transmettre le récit de ses aventures. Quant à Friedrich Guggenberger, il va connaître un destin exceptionnel. La majorité des as de l'arme sous-marine ont vécu à 100 à l'heure et sont morts jeunes. Friedrich Guggenberger, lui, a survécu. À la fin de la guerre, quand la marine allemande est démantelée, ce jeune homme extrêmement intelligent entame une formation d'architecte. Puis, quand la Bundesmarine est créée dans les années 1950, il se réengage. Il termine sa carrière comme contre-amiral au sein de l'OTAN et prend sa retraite, respecté et admiré à la fois dans son pays et par ses anciens ennemis. Des années plus tard, il connaît une fin très mystérieuse. Il part faire une promenade dans la forêt et disparaît. Son corps sera retrouvé 2 ans plus tard. C'est cette histoire étrange qui a lancé un autre marin sur les traces du dernier sous-marin commandé par Friedrich Guggenberger, l'épave disparue du U-513. C'est absolument extraordinaire d'avoir réussi à retrouver ce U-boat. On a vraiment du mal à y croire. Je suis très heureux d'avoir participé à cette aventure. Une aventure fabuleuse et une histoire de courage, de folie et de sacrifice des 2 côtés. Aujourd'hui, le mémorial naval dédié aux marins allemands morts au combat compte plus de 30 000 noms de sous-mariniers. Loin de glorifier la guerre, il rend hommage à tous ces hommes qui se sont sacrifiés pour leur pays.